regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Vous le savez, mesdames, messieurs, l'actualité reste dominée par l'appel à la mobilisation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur fond de la grave crise dans l'est du pays qui fait état de l'occupation de quelques localités du pays par les rebelles du M23 ou les groupes terroristes, comme l'a qualifié le gouvernement congolais, appuyé par le Rwanda. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Gabin Kapenda, analyste politique et leader d'opinion dans la baie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous suivez Excellence, c'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Votre réaction à chaud, vos impressions? En tout cas, c'est tout un plaisir pour moi ainsi que pour tous les peuples de la baie d'être aujourd'hui sur Congo Web pour pouvoir faire entendre la voix des Lualabé. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui appelle à la mobilisation et au sursaut patriotique. Votre réaction à chaud? De prime abord, je voudrais saluer l'initiative du premier citoyen congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris le courage de clamer haut et fort, après moult tentatives de solutions pacifiques avec nos voisins. Il a fini par prendre la décision de dénoncer tout haut, de pointer du doigt le Rwanda pour ce qui se passe dans notre... Mais c'est du déjà entendu. Est-ce que vous ne pensez pas, comme plusieurs attendaient, qu'il déclare la guerre au Rwanda? Vous savez, c'est bien beau de dire déclarer la guerre, mais c'est tout un processus pour enclencher. C'est peut-être la première étape qu'il a faite. C'était peut-être votre opinion aussi d'attendre... C'est mon opinion, oui. En tout cas, ce n'était pas le moment, en tout cas ce n'est ni l'heure ni le moment de pouvoir déclarer officiellement la guerre parce qu'il y a une procédure par rapport à ça, il faut aller visiter... Étant donné que la voie diplomatique a été... s'est avérée impuissante. La voie diplomatique, c'est la première des voies dans la résolution des conflits. Sur le plan mondial, c'est connu de tous. On ne peut pas aller directement en guerre sans avoir épuisé toutes les voies de recours, notamment la voie diplomatique. C'est que d'ailleurs le chef de l'État a très bien fait. Partout où il est passé, il ne cessait de clamer l'agression de son pays par ses voisins, ceux-là que lui-même a considérés comme des partenaires fiables. Mais aujourd'hui, il lui tourne le dos et le Congo se retrouve seul à se débattre dans ce conflit. Voilà pourquoi nous saluons cette initiative du chef de l'État parce qu'elle est salvatrice. Le Congo a besoin d'une mobilisation générale, une mobilisation tous azimuts pour bouter hors de notre territoire ces rebelles. Alors, est-ce que le fait de dénoncer le Rwanda comme étant agresseur de la République démocratique du Congo fait de l'État, la République démocratique du Congo, un État plaintif? Je ne le pense pas comme vous le dites là, ce n'est pas... D'abord, se plaindre est reconnu à tout État une fois que sa souveraineté est violée. Tout État a le droit de se plaindre auprès des instances internationales pour clamer comment la souveraineté qui est inviolable d'un État l'a été comme ici chez nous en RDC. Mais dire que l'État congolais est devenu plaintif par rapport à ça, moi je ne partage pas cette opinion-là, d'autant plus que nous sommes un État fort, un État puissant, un État capable de nous débrouiller par nous-mêmes. Parce que politiquement nous en sommes capables, militairement nous en sommes capables et même économiquement. Un opérateur politique du Front commun pour le Congo, du nom de Ferdinand Kambere, déclare que dès lors que le chef de l'État n'a pas parlé de ses accords avec l'Ouganda et le Rwanda, cela fragilise son discours d'appel à la mobilisation. Qu'est-ce que vous en dites?
Je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails de ce que les autres ou les opposants et les autres ont pu dire. Mais moi, un opérateur politique du FCC. Vous êtes gêné d'en parler. Je vais juste me concentrer sur le message même du chef de l'État, cet appel à la mobilisation générale. J'ai dit que cet appel, il est vraiment salvateur parce qu'il tombe à point nommé. L'État a besoin de se souder. L'État a besoin d'une cohésion nationale pour pouvoir vaincre ses ennemis de la souveraineté nationale. Je vous ai présenté sur ces plateaux comme un leader d'opinion, Lualabé. Chez vous, au Lualaba, comment vous apercevez cette crise dans l'est du pays et comment vous comptez participer aux efforts pour l'envol du pays? Oui. D'abord, au Lualaba, chez nous, l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État a été bien reçu par la population. Mais pour que cet appel réussisse, il y a des préalables. C'est quoi le préalable? C'est-à-dire, voilà, je vais m'expliquer sur ce point. Allez-y. Les préalables, c'est que tout doit d'abord commencer par certaines concessions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, doit faire à toute la nation congolaise, parce que des problèmes en interne, il y en a dans toutes les provinces de la République. C'est pourquoi peut-être vous sentez cette hésitation de la population à adhérer à cet appel de la mobilisation générale. Pour ne parler que de ma province du Lualaba, c'est une province qui est divisée en 2, 3, 4 pôles. Donc les gens ne peuvent pas parler d'une seule voix. Et c'est quand vous faites entendre... La province de Fifi Masuka. Tout à fait. Les gens, aujourd'hui, c'est le règne de la pensée unique dans cette province. Quand vous osez dénoncer... La reine de la pensée unique, vous dites? Le règne de la pensée unique, c'est-à-dire que quand vous osez critiquer la gestion de la province, vous êtes vilipendé, vous êtes traité... Non mais attendez, Fifi Masuka est présenté comme une rassembleur, si vous pouvez, on peut le dire ainsi. Fifi Masuka, qui est la fille aînée de l'Union sacrée, comme d'aucuns la présentent. On voit ici mal parler du clivage dans la province de Lualaba. Comment vous argumentez ça? Laissez-moi vous expliquer à partir de l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État. Allez-y. Ses retombées en province, ses effets en province. Le chef de l'État, en lançant cet appel, a voulu réveiller ce sursaut patriotique dans les chefs des Congolais qui, de par nos divergences politiques, de par nos divergences culturelles, ont fait que le patriotisme est passé en second plan pour les Congolais. Et cet appel est salvateur. Mais il y a des préalables pour que cet appel soit concret, pour que les gens adhèrent à cette vision-là. Le premier préalable, moi je dirais, ce n'est pas seulement l'appel à la mobilisation générale, parce qu'on peut bien mobiliser les jeunes pour qu'ils renflouent les forces armées et les forces de sécurité congolaises. Ils peuvent aller en masse. Mais moi, je vais aller par une autre forme, celle de la mobilisation de l'expertise nationale. Qu'est-ce que j'entends par expertise nationale? Expliquez. C'est-à-dire que ce mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda M23, c'est un mouvement qui est bien connu en RDC. C'est un mouvement qui a déjà été vaincu, éradiqué. Défait en 2013. Défait en 2013. Oui. C'est-à-dire, en son temps, il y a eu des gens qui se sont mis autour d'une même table et qui ont monté des stratégies, financières, des stratégies militaires, des stratégies politiques, des stratégies diplomatiques pour venir à bout de ce mouvement rebelle. Il y en a qui sont encore des acteurs politiques jusqu'à ce jour. Ils sont là. C'est là où moi je dis, le second volet de cet appel à la mobilisation générale doit être un appel à l'expertise nationale. Tous ces gens qui étaient aux affaires lorsque le M23 avait été défait du sol congolais, le chef de l'État doit se faire entourer de ces gens-là. Ils doivent les contacter pour qu'ils viennent donner chacun selon sa responsabilité en son temps, qu'ils viennent expliquer. Quand je dis de ces gens-là, il s'agit en 2013, tout celui-là qui était ministre de l'Intérieur, Premier ministre, chef d'état-major, président de la République en son temps, tous ceux-là qui participaient au Conseil de sécurité nationale, le ministre de la Défense, ceux-là qui sont encore en vie, ceux-là qui sont encore acteurs politiques doivent apporter leur expertise nationale pour sauver cette patrie-mère. Autrement dit, le chef doit amorcer les consultations. Tout à fait. C'est une voie.
C'est la seule voie possible. Il n'y a pas d'autre alternative. D'ailleurs, ça a été dit par plusieurs responsables occidentaux. Joe Biden l'a déclaré. Il a demandé qu'il y ait un vrai dialogue intercongolais pour que les Congolais se parlent en face, qu'ils se disent des vérités. Parce que l'appel du chef de l'État ne trouve pas un écho comme il le fallait. Parce qu'il y a trop de frustrations dans les provinces. Il y a trop de problèmes qui font qu'aujourd'hui, les Congolais commencent à se désolidariser de l'action du chef de l'État en se disant que non, le chef va trouver des solutions. Mais le Congo n'appartient pas seulement au président de la République. Alors, si je comprends bien, à cause des clivages que vous êtes en train de mettre en évidence sur ces plateaux, dans les Lualaba, l'appel du chef de l'État dans les Lualaba n'aurait pas de conséquences. Ce n'est pas seulement dans les Lualaba. Les frustrations, ce ne sont pas seulement au Lualaba. On parle du Lualaba puisque vous êtes leader, vous êtes censé connaître la situation actuelle je pourrais vous dire que le Lualaba a traversé des situations très bouleversantes. Récemment, il y a eu l'opération Zéro délinquant avec l'affaire Kanyama Sese. Il y a eu mort d'hommes lors de ces opérations. Le rapport de la société civile a été clair. Le rapport de la commission... Mais cela n'est pas à mettre quand même sur le dos de la gouverneure. Non, écoutez... En province, qui est le responsable de la province? Qui a déclenché cette opération? Le ministre de l'Intérieur a même reconnu devant les caméras que pour tout ce qu'il y a eu comme bavure, comme dérapage, il est le seul responsable. Oh. Mais pourquoi? Les vidéos sont là. Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Membre du gouvernement de Fifi Masuga. Oui, ministre de l'Intérieur de son État. Il a dit. Et toutes ces frustrations, aujourd'hui, les familles lualabaises ont des problèmes pour organiser leur deuil. Ils ne savent pas où sont leurs frères. Le rapport de l'Assemblée provinciale a dit qu'il y a plus d'une trentaine de déportés disparus jusqu'à ce jour. Ce rapport sont là. Toutes les autorités sont au courant. Nous l'avons déjà dénoncé à plusieurs reprises. Un silence radio. Tout ça, ce sont des frustrations qui peuvent affaiblir, qui peuvent diminuer la teneur, la portée politique de cet appel à la mobilisation générale du chef de l'État. Mais nous nous battons. Nous, en tant que leaders d'opinion, nous nous battons pour que la voix du guide suprême soit entendue partout. Voilà pourquoi nous sommes venus pour proposer cette piste de solutions. Demander au chef de l'État d'ouvrir un dialogue. Un dialogue pas avec le groupe terroriste, pas avec le Rwanda, d'abord un dialogue intercongolais avec tous les acteurs politiques qui avaient en son temps vaincu le M23. J'insiste beaucoup sur cet aspect parce que ce sont des gens qui ont de l'expertise. Aujourd'hui, autour du chef de l'État, il a des collaborateurs, mais aucun. Peut-être que certains n'ont jamais assisté, ne fût-ce qu'à des pourparlers à l'étranger pour négocier en ce qui concerne l'histoire de rébellion et tout consort. Maintenant, le chef, cet appel, c'est-à-dire que le chef a demandé aux Congolais de l'assister, chacun, selon qu'il le peut, en termes de stratégie, en termes de conseils, en termes de recommandations. Voilà pourquoi moi, en tant que Lualaba de Bontroy, je me suis dit, non, le Lualaba doit apporter sa contribution à cet appel du chef de l'État. Je lui demande de convoquer tous les acteurs politiques de l'époque qui ont aidé à vaincre le M23. Alors, ils ont des stratégies peut-être que le chef n'a pas, ils ont des stratégies peut-être qu'ils n'ont pas encore mises en place, qu'ils peuvent mettre pour que l'on mette fin encore une fois, et cette fois-là pour la toute dernière fois. Et d'ailleurs, au finish, c'est le chef de l'État qui en sortira grand gagnant. Parce qu'aujourd'hui, si le M23 venait à être défait encore une fois sur le sol congolais, cela reviendra à l'actif du bilan du chef de l'État. Voilà pourquoi il y a impérieuse nécessité que toutes ces personnalités politiques puissent s'impliquer, puissent aller vers le chef de l'État. Il y en a qui ont déjà tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec le chef de l'État pour essayer de lui apporter leur respectif. Sans soutien extérieur parce que le chef se retrouve par moments encadré par les gens qui ne veulent pas que le contact extérieur puisse avoir lieu. Oh. On ne sait pas pourquoi et pourtant ici il s'agit de la cause nationale. La souveraineté du pays est en danger. Le chef est pris en otage, vous voulez dire? Je ne dirais pas qu'il est pris en otage, mais je dirais peut-être qu'il est pris en étau. Prise en étau. Prise en étau par un groupe de gens. Par un groupe de gens qui ne veulent pas que le chef soit accessible à tout le monde. Nous-mêmes, moi qui vous parle. Il s'agit de qui? Ce conseil peut-être? Je ne connais pas, mais je sais que c'est un système où je le dis parce que nous avons eu à
essayé d'entrer en contact avec le chef de l'État. Nous avons été bloqués. Et vous également, ici vous, pendant 2 vous en êtes victime. 2 mois sans avoir été reçu par le chef de l'État. Il fallait que le chef lui-même se dise que non, mais il y a une délégation du là-bas. Je devais les recevoir depuis longtemps. Pourquoi? Chaque fois qu'on nous programme, il y a toujours des gens qui mettent des barrières pour qu'on ne nous reçoive pas. Vous pensez à quoi? À une main noire téléguidée par la province? Qui ne profite pas au pays. Parce que tous ces gens-là qui rencontrent le chef de l'État. Qui seraient téléguidés depuis le là-bas? Je ne dirais pas téléguidés depuis le là-bas, mais je ne connais pas leurs intentions. Parce qu'empêcher quelqu'un de rencontrer, c'est comme empêcher à un enfant de rencontrer son père. Qu'est-ce que vous lui voulez? Parce que cet enfant, quand il veut voir son père, il vient... Mais puisque c'est pas pour éviter que vous ne disiez pas le mal de la gouverneure, peut-être, puisque déjà... Nous ne sommes pas là pour dire du mal de quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre. Nous sommes du côté des lois Labé. Si vous faites les choses dans le respect de l'art, si vous faites les choses en respectant les lois du pays, pourquoi n'allons-nous pas vous soutenir? Est-ce que Fifi Masuka ne fait pas des choses en respectant la loi du pays? Vous avez été tous au courant de ce qui s'est passé. C'est une question de curiosité. Hein. Oui, une question de curiosité, mais qui a été une question d'actualité pendant presque 2 semaines. Il y a eu convocation de tout un groupe de journalistes qui sont descendus aux lois là-bas. Convocation des journalistes? Oui, des journalistes de Kinshasa, et une bonne dizaine de journalistes de Kinshasa. Au tel mal. Ils sont allés tenir une conférence de presse avec Madame le vice-gouverneur, où pendant laquelle conférence Estelle déclarait être gouverneur full, selon la Constitution. Mais ça, c'est une violation grave. Nulle part dans la Constitution, il n'est écrit qu'un vice-gouverneur ou un gouverneur intérimaire soit-il, ou assumant les affaires courantes soit-il, a les prérogatives d'un gouverneur full. Le seul gouverneur full, c'est celui-là qui est élu par les députés. Et ne profite-t-elle pas de la mise en accusation du gouverneur Mouyej? Je ne dirais pas profiter de la mise en accusation, parce que mise en accusation, il n'y a jamais eu. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, s'est déjà étalé longuement sur ça. Il l'a dit devant l'Assemblée nationale, devant les sénateurs qu'il en avait marre. Mais c'est l'Assemblée provinciale qui avait mis en accusation Mais cette mise en accusation a été balayée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt qui est inattaquable et opposable à tous. Pourquoi insister sur le fait que le gouverneur a été mis en accusation alors qu'il ne l'a jamais été? Il y a un arrêté allé à la Cour constitutionnelle. Il y a un arrêté sur ça. Pourquoi demeurer, laisser le loi là-bas dans une situation d'irrégularité? Le loi là-bas n'a qu'un seul chef aujourd'hui, c'est Mouyej, jusqu'ici. Légalement parlant, c'est le seul gouverneur élu qui n'a fait l'objet ni d'une motion de défiance, ni d'une mise en accusation, ni d'une destitution de la part des... Donc, Fifi se déclare gouverneur full. C'est une violation de la loi, c'est clair. Qu'elle nous dise l'article de la Constitution qui stipule qu'en l'absence du gouverneur titulaire, qui d'ailleurs est au pays, qui n'est pas absent, qui est empêché de retourner chez lui en province pour exercer pleinement son mandat, elle a les prérogatives de gouverneur full. Non, mais il y a des voies de sortie pour apaiser la tension. Je me demande même pourquoi l'Union Sacrée, au nom de l'Union Sacrée, elle est fille aînée de l'Union Sacrée. Mais il y a une façon... Vous admettez quand même, hein? Vous l'avez dit. Elle est fille aînée de l'Union Sacrée. Non, c'est ce que les autres disent. Oui, je l'emprunte à vous, ce terme. Elle est fille aînée de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, c'est l'Union Sacrée qui est au pouvoir. Même en province, l'Assemblée provinciale est majoritairement composée de députés acquis à sa cause. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'on mette le loi là-bas sur la liste? Donc vous voulez dire que ces députés-là sont soudoyés par la Je ne parle pas de soudoiement, mais je dis acquis à sa cause, parce qu'on les voit très souvent dans les accointances avec la vice-gouverneur. Eux qui sont des contrôleurs, mais qui se retrouvent presque être un département du gouvernement provincial. Parce que prenant la défense, jouant même le rôle de porte-parole du gouvernement provincial. Nous sommes en train de dire qu'ils ont tous les moyens financiers, parce que ça fait plus de 2 ans qu'elle gère la province. Elle est capable de se faire, de battre campagne et de passer aux prochaines élections comme gouverneur full. Elle a les moyens politiques. Elle est membre de l'Union Sacrée. Elle a la plus grande majorité des députés acquis à sa cause en province. Elle a les moyens politiques. Pourquoi on ne met pas le loi là-bas dans le droit chemin? On ne retourne pas les lois là-bas dans le chemin du droit constitutionnel. C'est quand même un droit. Les lois Labé aujourd'hui ont des problèmes parce qu'il y a une vraie crise de légitimité. Et toutes ces frustrations font à ce que... Toutes ces frustrations font à ce que
Tout L'appel à cela la tombe mobilisation. sur la Ouais. personne du chef de l'État. Ok. On se dit au Lualaba que tout ça, parce que tout ce qui se fait au Lualaba est fait au nom et pour le compte du chef de l'État. L'assistant principal de Madame le vice-gouverneur, pour l'appeler ainsi, lui-même se dit directeur de cabinet alors qu'on n'a jamais eu d'arrêter le nommant en tant que Toka. directeur de cabinet. Il l'a dit. John Toka. Oui, il a dit tout ce que nous faisons au Lualaba, nous le faisons au nom et pour le compte du chef de l'État. C'est-à-dire, si elle s'est déclarée gouverneur full, elle s'est déclarée gouverneur full au nom et pour le compte du chef de l'État, en violation de la Constitution. Et nous, les Lualabés, on se dit, qu'est-ce que les Lualabés ont fait pour mériter un tel traitement? Nous demandons que le Lualabé soit respecté, que le Lualaba soit doté des institutions fortes. Par institutions fortes, j'entends des institutions légitimes, légalement établies. Un gouverneur élu et plénipotentiaire. L'intérim, jusqu'à quand? Avez-vous déjà vu encore une autre violation? Un intérim qui va au-delà de 2 ans. Ou bien la gestion des affaires courantes qui va au-delà de 2 ans. Ça n'a jamais existé, ce n'est pas constitutionnel. La loi électorale doit s'appliquer. Une fois que le gouverneur est empêché, la CENI doit convoquer les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs en fonction des délais prévus par la loi électorale. Mais nous sommes à plus de 2 ans. Et tout cela est connu de toutes les autorités nationales. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme frustration au Lualaba, puisqu'il s'agit du Lualaba, vous pensez vraiment que cet appel à la mobilisation générale aura le même effet que si la situation était régularisée au Lualaba? Nous parlons du retour à l'ordre constitutionnel, qui ne veut pas forcément dire le retour d'un individu. Mais Madame Fifi a quand même la confiance de sa population. Vous savez, la confiance de la population, on l'acquiert quand on est élu du peuple. D'abord. C'est-à-dire, les gouverneurs élus l'a été par la représentation populaire. Elle a été par ricochet. Donc. Ah bon, non. Il n'y a qu'un seul gouverneur qui est élu. Le vice-gouverneur est colistière. C'est pourquoi même dans les attributions, il y a les attributions qui sont dévolues au gouverneur élu, que le vice-gouverneur n'a pas. Même en cas d'empêchement, le vice-gouverneur n'a pas prérogative de remanier le gouvernement. Le vice-gouverneur n'a pas prérogative d'engager certaines dépenses de la province. Donc quand on fait tout ça, il y a eu un scandale. Mais quand le gouverneur est mis en accusation... Il n'y a jamais eu, monsieur le journaliste, je vous dis, allez à la Cour constitutionnelle, vous allez voir cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui stipule que l'acte posé par l'Assemblée provinciale n'était qu'un acte politique, un non juridique. Il n'y a jamais eu mise en accusation, il y a eu retrait de confiance, qui est un acte purement politique. Nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais les autorités font la sourde oreille. Ils font la sourde oreille parce que, pour nous, qu'est-ce que les Lualabés disent? Ils n'aiment pas les Lualaba. Ils aiment seulement l'argent du Lualaba. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier la situation économiquement parlant de ma province. Ma province du Lualaba est presque devenue... C'est une province elle est devenue... qui évolue quand même. Elle est devenue un coffre-fort. Avec de dettes payées par... elle est un coffre-fort. Madame Fifi Masuka, il y avait beaucoup de dettes que le gouverneur Mouyej avait laissées. Je ne veux pas... Je ne voudrais pas rentrer... Fifi a payé aujourd'hui. Monsieur le journaliste, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Des chantiers achevés, oui. Je ne suis pas dans ce débat-là. Oui. Qui a fait quoi ou qui d'autre. Moi, mes interventions ne vont pas... Oui, puisque vous avez parlé de la situation. Moi, je suis en train de rentrer dans la légalité des faits au Lualaba. Je suis en train de regarder dans la légalité des faits. Pourquoi je suis en train de Est-ce que le Lualaba a connu la métamorphose ou pas aujourd'hui avec Fifi Masuka? Il y a quand même des différences, non? Je voudrais vous dire en tant que Lualabé de souche, en tant que personne vivant au Lualaba, que s'il y a amélioration, cela ne rentre que dans le principe de la continuité. Okay. Parce que quand même vous admettez qu'il y a eu amélioration. En tant que vice-gouverneur, oui, constitutionnellement parlant, elle n'aura jamais de bilan à présenter au Lualaba. Si elle doit passer gouverneur, oui, il faut qu'elle soit élue démocratiquement. C'est là où se pose le problème du Lualaba. Il y a une crise de légitimité. Le pouvoir est pouvoir quand il est légitimé par le peuple. Les Lualabés ne se retrouvent pas dans ce qu'elle est en train de faire. Oh. Pourquoi? Parce que c'est quand même grave, non? Non, je le dis sans peur de... Avec des chantiers achevés, l'aéroport que le chef de l'État va inaugurer d'un moment à l'autre. Je vais vous demander, je suis du Lualaba, on est en train de vous maquiller les histoires ici à Kinshasa. Des routes asphaltées. Dites-moi... Le Lualaba est en chantier. Monsieur le journaliste, oui, dites-moi un seul ouvrage amorcé pendant les 2 ans d'intérim
Pas amorcé, mais des chantiers achevés. Je dis achevés et des dettes payées. Et livrés à la province. Des dettes payées. Je parle bien qu'on me montre un seul chantier, un seul ouvrage, donc où la vice-gouverneure a posé la première pierre et qu'elle a livré à la province. Il y a quand même des Et là témoignages seulement, tout ce que vous entendez. l'inspecteur général des finances, Gilles Lingueté, qui était sur place. Je ne veux pas. Il y a le ministre des Finances aussi, Kazadi Nicolas. Je vais vous dire que c'est là où je dis qu'il y a à boire et à manger. Oh. Vous pensez vraiment que quand quelqu'un vient, il fait un rapport de ce qui s'est passé? Il y a même des gens qui sont partis. Ils ont loué les efforts. L'IGF, c'est l'IGF. Mais ils ont loué les efforts. Mais tous ces efforts s'inscrivent dans quelle logique? Dans la logique de la continuité. Parce que le loi là-bas, jusqu'à preuve du contraire, au niveau de l'Assemblée nationale provinciale, il n'y a qu'un seul plan quinquennal qui est encore en application jusqu'à ce jour. C'est le plan du gouverneur élu. Elle ne s'est jamais présentée à l'Assemblée pour modifier le plan quinquennal. Tout ce qui est fait au loi là-bas était déjà planifié, budgétisé et en partie déjà payé pour la plupart de ces infrastructures. On inaugure. On ne fait qu'inaugurer. Aujourd'hui, il y a ce conflit. Les gens sont en train de se battre autour de s'approprier l'ouvrage de l'aérogare de Kolwezi. Ça fait polémique. Pourquoi? Et pourtant, les images sont claires. Les images sont claires. Voilà pourquoi on a même dit, on a trompé l'opinion nationale sur ce point-là. Mais moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là parce que mon apport va dans le sens d'aider le chef de l'État afin que sa vision, afin que ses projets, afin que ses actions soient visibles et à grande portée au loi là-bas. Alors, vous avez parlé des pistes de solutions. Nous sommes en train de terminer, d'atterrir. Vous avez parlé des pistes de solutions. J'aimerais que dans 3 minutes qui nous restent, que vous parliez de manière synthétisée, de manière ramassée, des pistes de solutions pour qu'on en arrive à une solution salvatrice, voilà, pour la province et pour le pays. Je voudrais commencer par le pays parce que c'est d'abord le pays qui prime. La piste des solutions, la première, j'ai dit, au-delà de la mobilisation générale de tous les jeunes, à renforcer les rangs des forces de sécurité, il y a la mobilisation générale de tous l'expertise nationale, donc tous les politiques qui avaient déjà œuvré dans le sens de bouter dehors le M23, de le défaire et de les chasser du sol. Joseph Kabila y compris. Tout ce monde-là doit être appelé par le chef de l'État en consultant. Ça s'est déjà fait. Emmanuel Macron a recouru à ses prédécesseurs. Obama a recouru aux États-Unis, à Bill Clinton pour avoir conseil et stratégie pour vaincre, comment gagner les élections et comment essayer de tirer l'Amérique des situations difficiles. Oui, donc le chef de l'État peut faire la même chose. Il peut faire la même chose, un peu d'humilité que nous lui recommandons seulement, qu'il n'entende pas ce que les autres peuvent dire, qu'il appelle tous les Congolais, qu'ils s'unissent autour de cette cause nationale. Parce que l'expertise nationale, nous l'avons. Il suffit seulement de leur tendre la main. Et ils sont prêts à aider. Patriotisme oblige leur pays. Des voies de sortie pour... et pour ma province, comme vous l'avez dit, oui, j'en appelle... leader d'opinion. J'en appelle à une prise de conscience générale de tous les acteurs politiques, loi Labé. Par acteurs politiques, j'ai dit sénateurs, ministres, députés, hommes d'affaires, population. Une dose d'humilité. Parce que ce conflit ne mène pas... Il y a la ministre Adel Kaïnda aussi. Ce conflit ne profite pas au loi là-bas parce que c'est l'élan de développement qui est stoppé. Tout ce que nous voulons, nous demandons avec l'implication du chef de l'État qu'un vrai dialogue puisse être enclenché au niveau du loi là-bas. Pour que les lois là-bas se disent des vérités, la province est en danger. Nous n'avons que le loi là-bas comme seul héritage. Sauf que cela soit... Oui. Nous demandons à toute la population du loi là-bas d'avoir ces apaisements, d'avoir confiance au chef de l'État. Messieurs et aux actions Gabin, Kapenda. Et surtout, de rester solidaires parce que nous avons besoin de ça. Parce que si l'on n'y prête pas attention, ce qui s'est passé à Kouamout, entre les Yaka, risque d'arriver au loi là-bas parce qu'il y a cette trilogie des communautés, notamment la communauté Demo, la communauté Chokwe et la communauté Rund, qui ne se parlent pas, qui se regardent en chaîne de faïence.
Nous n'avons pas besoin de ça chez nous au Lualaba. Nous avons besoin de la paix, comme on l'a toujours dit, Kolwezi Alisano, où toutes les communautés sont la bienvenue. C'est votre conclusion, Monsieur Gabin Kapenda. Vous êtes analyste politique et leader Lualabé. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions et à travers nous, toute la population du Lualaba, parce que la voix des Lualabés aura été encore une fois entendue. Merci d'avoir regardé Congo Web Télévision et surtout cette émission Magazine Excellence pendant 30 minutes. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour notre numéro du magazine Excellence. À plus.